bijou architectural, majestueuse, frénétique, la gare du Nord. C'est la première gare d'Europe. Elle draine plus de passagers et de trains que n'importe quelle autre gare de France et du continent. Chaque jour, l'équivalent des populations de Lyon et Bordeaux réunies. 700 000 personnes par jour dans cette gare, c'est absolument considérable. On a le sentiment de pouvoir croiser le monde entier dans cette gare. C'est une gare aux destinations prestigieuses qui relie Paris à Londres en seulement 2h15 et à Bruxelles en seulement 1h. C'est la porte sur la Belgique, la Hollande, le Danemark, tout le nord de l'Europe. C'est une gare à la cadence exceptionnelle, d'où partent 2100 trains par jour, jusqu'à un train toutes les 3 minutes pour les grandes lignes en heure de pointe. C'est la gare du haut débit ferroviaire par excellence. Pour comprendre cette performance, vous allez découvrir l'organisation millimétrée et les métiers spécifiques des agents SNCF qui tentent de faire partir au quotidien plusieurs centaines de trains à l'heure exacte, envers et contre tout. Une personne seule peut bloquer 80 000 à 100 000 personnes sur des circulations. Vous allez découvrir l'histoire de ce bâtiment unique. Une première gare oubliée, remplacée par une nouvelle gare 3 fois plus grande, conçue pour en imposer. Les Rothschild volent un monument qui a de la gueule. Elle est construite grâce aux techniques les plus en pointe de l'époque. Un bijou à la fois d'ingénierie et d'architecture. La technique a ceci de révolutionnaire, c'est qu'elle allège le bâtiment. Et depuis, la gare du Nord multiplie les chantiers pharaoniques. Aujourd'hui encore, elle fait peau neuve. Un chantier de rénovation et de développement à 80 millions d'euros, avec une contrainte majeure. On doit continuer à accueillir les 700 000 personnes et faire tous les travaux que nous avons à faire. Tous les chantiers que j'ai pu faire, c'est de loin les plus complexes. On est sur un vieux bâtiment, si on la dégrade, c'est quasi irréversible. Mais les plus grands défis sont encore à venir pour la gare du Nord. Elle sature, cette gare du Nord. Elle n'en peut plus. D'ici à 2024, elle va être radicalement transformée. Nous vous ferons découvrir en exclusivité les ébauches de son prochain visage, futuriste. Des travaux qui s'annoncent hors normes et périlleux. On ne voit pas bien encore comment on va y arriver. C'est tout le challenge. C'est le pari, c'est la mission impossible qui nous a été fixée. Bienvenue à la gare du Nord, au cœur de la plus grande gare d'Europe. La gare du Nord fait partie du paysage parisien. Au bout du boulevard Denain, on la remarque à peine. Traversée trop rapidement au quotidien par ses voyageurs, elle est pourtant une ruche monumentale. Une ville dans la ville. Un cœur hyperactif qui irrigue Paris, la France, mais aussi l'Europe. Et elle est en ceci exceptionnelle, car aucune autre gare européenne ne bat à son rythme. On observe sur la gare du Nord des taux particulièrement importants d'arrivée et de départ qu'on observe sans doute nulle part ailleurs, à l'exception peut-être des gares japonaises. Une performance qui est le fruit de la longue et laborieuse histoire de la gare du Nord. Pour la gare du Nord, tout commence au milieu du 19e siècle. La France se recouvre peu à peu de rails. Il faut relier Paris à Lille et à son très riche bassin industriel. C'est la mission de la Compagnie des chemins de fer du Nord, dirigée par le banquier d'affaires James de Rothschild. Il faut donc construire un lieu d'embarquement. Paris est alors 2 fois plus petit, délimité par le mur des fermiers généraux. C'est le quartier Saint-Vincent-de-Paul qui est choisi, à la limite nord-est de la capitale. Il n'y avait rien, il n'y a pas de voirie à cet endroit-là. Donc tout a été créé ex nihilo. Les champs sont encore là et il y a une verdure d'ailleurs qui entoure cette gare du Nord et qui monte jusqu'au sommet de Montmartre. Un paysage soudainement transformé par l'arrivée de travaux alors rarement vus. Plusieurs milliers d'ouvriers travaillent sur la gare. Ce sont des chantiers qui sont gigantesques à l'époque. Ça dure 3 ans. Ce qui sort de terre est un bâtiment sobre d'apparence, mais luxueux à l'intérieur. Son nom, l'embarcadère des chemins de fer du Nord, un terme issu de la marine fluviale. Et son fonctionnement est bien différent de celui de nos gares actuelles. Il n'y a qu'un quai pour le départ, un quai pour l'arrivée, pour 1 ou 2 trains par jour.
Et en attendant son train, interdiction de se promener sur les quais. Les passagers sont confinés à la salle d'attente. À l'époque, l'embarcadère a d'ailleurs une salle des bagages pour les départs et une autre pour les arrivées, comme dans un aéroport aujourd'hui. La bagagerie était extrêmement importante. Aujourd'hui, on ne s'imagine pas. Les gens voyageaient très chargés. Alors, il y avait tout un univers de porteurs qui prenaient les bagages qui étaient mis à la consigne obligatoirement et qui ensuite allaient charger le fourgon. Il y avait des bouchons de bagages et des bouchons de porteurs. C'était un service conséquent. Autre spécificité de l'embarcadère du Nord, un service aux voyageurs à la carte. Chacun peut avoir le luxe de demander un type de voiture en particulier. Un coupé pour mon épouse et moi-même. Si vous aviez une maîtresse, il fallait donc mettre un compartiment séparé. Enfin voilà, c'est comme ça. On prenait le train comme ça. Donc on avait plusieurs heures à l'avance et on choisissait la voiture qu'on allait incorporer au train. Ainsi, à l'époque, pour composer les trains voiture par voiture, les ingénieurs installent un étonnant système de plaques tournantes permettant de créer du sur-mesure. La composition du train devait sans doute durer 1 heure ou 2, mais on avait le temps. Mais la particularité technique de l'embarcadère la plus originale, c'est sans doute ces colonnes gouttières qui, en plus de soutenir les 2 grandes halles, sont creuses. Objectif, recueillir les eaux de pluie dans un petit égout, évitant ainsi aux chaussées voisines de la gare d'être inondées. Un luxe rare pour l'époque. Très vite, l'embarcadère grouille alors d'activité. Un peu, beaucoup, et en quelques années, trop. Une évolution que n'avait malheureusement pas prévue son architecte. Léonce Reynaud est un brillant professeur à Polytechnique et à l'École des Ponts et Chaussées. Il réussit très bien ses traités d'architecture. Là, malheureusement, la gare est complètement ratée, mais je dois dire à sa décharge que ce n'est pas de sa faute. Le trafic prend une allure assez importante et malheureusement, on manque de place. La gare de Léonce Reynaud avait pour principal défaut d'être un bâtiment en forme de U. À l'intérieur du U, c'est extrêmement délimité, on ne pouvait plus ajouter de voies. Donc la gare étouffe, c'est un corset. Impossible à adapter, l'embarcadère est victime de son succès. Pour construire la seconde gare du Nord, il fallait démolir la première. L'embarcadère du Nord aura été en service moins de 20 ans à Paris. Mais contre toute attente, il n'a pas complètement disparu. La gare va être donc démontée et je dirais que certaines pierres qui ont demandé des travaux de sculpture, comme les pierres des arcades, vous voyez, comme les pierres des arches, sont envoyées à Lille où elles serviront pour la construction de la gare actuelle de Lille-Flandre. À Lille, c'est donc une partie de la première gare du Nord que l'on peut admirer. À Paris, il faut maintenant remplacer le petit embarcadère par une gare digne de ce nom. Et pour cela, la Compagnie du Nord fait appel au plus célèbre architecte de l'époque, rien de moins. Jacques Ittorf va être choisi pour construire la gare du Nord. C'est l'architecte le plus talentueux, c'est la rockstar de l'époque. Il a participé à beaucoup d'aménagements du Paris de Napoléon III et d'Haussmann. Aujourd'hui encore, on doit à Jacques Ittorf l'agencement des Champs-Élysées et de la place de la Concorde. Les travaux de la nouvelle gare du Nord ont lieu à l'emplacement exact de l'ancien embarcadère. Mais entre-temps, Paris s'est agrandi. Depuis 1860, la capitale a annexé le territoire de 18 communes limitrophes. La seconde gare du Nord étant plus large, il faut démolir des maisons. C'est là où on commence à envahir des rues, annexer des rues. C'est un chantier qui va être là aussi gigantesque, hein, qui commence en 1862. Des travaux colossaux, comme l'édifice qui en résulte, 3 fois plus grand que l'embarcadère de Léonce Reynaud. À ce moment-là, au-delà d'être une simple gare, la gare du Nord a pour principale mission d'être la vitrine parisienne de la riche Compagnie des chemins de fer du Nord. La façade a été pensée pour montrer aux passants la force d'un bâtiment industriel qui appartient aux Rothschild. C'est le triomphe du chemin de fer et c'est la richesse du chemin de fer. Les Rothschild, donc, d'emblée, veulent un monument qui ait de la gueule, enfin, qui soit un peu clinquant. Ittorf leur offre donc une façade monumentale de 180 mètres de large, véritable décor de théâtre en pierre de taille. Ittorf a la main artistique. Il a donc dessiné cette espèce de pignon triangulaire
Et il a posé dessus toutes les statues qui incarnent les villes desservies par le réseau du Nord. Ce sont d'opulentes dames, fort bien en chair. Ce qui est une originalité, c'est de prévoir ce double étage entre, d'un côté, les villes internationales, Paris, Varsovie, Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Londres, et puis ce premier étage qui est consacré aux villes françaises. En tout, 23 statues sont commandées aux 13 plus grands sculpteurs de l'époque. Un événement artistique, en plus d'un petit défi technique. Les statues pèsent chacune aujourd'hui plus de 5 tonnes, toujours, n'est-ce pas, vous voyez? Donc il a quand même fallu les hisser avec des moyens, avec des grues, avec des palans, avec des moufles qui démultiplient l'effort. Donc on a dû les placer là-haut. Un effort qui est aussi financier. La statuaire coûte 82 000 francs de l'époque, alors l'équivalent de plus de 102 années de salaire pour un ouvrier. Rien n'est trop beau pour la gare du Nord. Derrière la façade de pierre, c'est le règne du fer. Une basilique à 3 nefs repose sur une charpente métallique aux dimensions impressionnantes pour l'époque. La halle principale mesure 180 mètres de long, 70 mètres de large et culmine à 38 mètres de haut. Une prouesse seulement possible grâce à la mobilisation des dernières technologies contemporaines. Ainsi, les 2 rangées de colonnes en fonte qui soutiennent le toit viennent d'Écosse. L'entreprise Alston et Gourlay est alors la seule à pouvoir fondre de telles pièces. Depuis Glasgow, les 38 colonnes, chacune démontée en 3 tronçons, ont donc traversé les mers et les terres pour parvenir à Paris. Aujourd'hui encore, leur dimension n'en finit pas d'émerveiller. Ces colonnes sont d'un élancement extrême. Et on sait que des colonnes aussi fines ont tendance à flamber, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que quand on appuie dessus, ça s'écarte. Et là, ils ont réussi à calculer ce matériau pour que ces colonnes paraissent presque suspendues à la toiture, d'ailleurs, tellement elles sont légères. C'est la pièce la plus impressionnante en termes de structure. Un exploit aussi permis grâce à une autre technique novatrice, les fermes Polonceau, créées par l'ingénieur français des chemins de fer, Camille Polonceau. En architecture, le mot ferme est un élément de charpente, traditionnellement en bois. Pour empêcher le toit de pousser les murs porteurs, la ferme retient les murs et les toits. En 1837, à l'heure de la révolution industrielle, l'ingénieur Polonceau a donc l'idée géniale de remplacer le bois par de l'acier. La technique des fermes a ceci de révolutionnaire, c'est qu'elle allège le bâtiment. Ça donne une légèreté à la toiture qui n'est plus coupée par ces gros bouts de bois d'un bout à l'autre. Voilà. Et ça, avec des calculs à la main, comme lorsque Eiffel, 20 ans plus tard, fera sa tour. C'est cette technique qui permet aux ingénieurs de la Compagnie du Nord de concevoir une si grande halle, la plus grande charpente en ferme Polonceau de l'époque. La gare du Nord de Jacquitorf est donc à son inauguration en 1864 une gare hors norme. La gare du Nord de Jacquitorf est sans doute, avec la gare de l'Est, la gare la plus monumentale. C'est ce qu'on va appeler les gares cathédrales. C'est incontestablement la plus belle, elle l'est restée, mais la plus grande gare de Paris à l'époque. Un rideau de pierre majestueux devant une grande halle métallique. L'idée est simple, mais fait date. Le bâtiment d'Itorf, c'est une pure merveille quand on prend le temps de lever la tête, de le découvrir, de le redécouvrir. On assiste là à la mise en place de ce qui va devenir un modèle qui va accompagner l'architecture ferroviaire pendant des décennies. Mais très vite, malgré ses dimensions, la gare de Jacquitorf est elle aussi rattrapée par le succès des chemins de fer. On passe en 1875, je crois, de mémoire, 6 millions de voyageurs à 10 millions en 1889. On double presque le nombre de voyageurs. Et la banlieue commence à jouer un rôle important. La gare du Nord doit augmenter ses capacités. De 8 voies, elle passe rapidement à 13 voies à quai en 1875, puis à 18 voies en 1889. En 1900, elle est déjà à 28 voies, seulement 4 de moins qu'en 2016. En
En 1949, la gare du Nord transporte plus de 58 millions de voyageurs, dont 45 millions pour la seule banlieue. C'est alors qu'une nouvelle technologie vient révolutionner la gare du Nord. C'est l'arrivée de la fée électricité. Dès décembre 1958, le poste d'aiguillage devient électrique, et même hautement technologique. Il est intelligent. En appuyant sur un bouton d'itinéraire, le poste détermine le trajet à réaliser en sélectionnant les opérations à effectuer ou les conditions d'incompatibilité à vérifier. Les caténaires poussent le long des voies, alimentés en 25 000 volts. Adieu le charbon, la gare y gagne une nouvelle atmosphère. Une grande pureté de l'air, une grande propreté. On n'a plus d'escarbilles dans les yeux, les murs ne sont plus noirs. Et surtout, le Nord se rapproche encore. Voici un des premiers trains électriques qui va s'élancer vers Lille. Un train d'essai de 600 tonnes, remorqué par une BB 16500, parcourt les 258 km qui relient les deux grandes villes en 1h58 minutes. Aujourd'hui encore, la gare du Nord garde un souvenir de cette année 1958. C'est un endroit à l'écart de l'agitation des quais. Sécurité oblige, très rares sont les caméras qui ont pu y filmer. Nous sommes dans le Central sous-station. Et presque rien n'y a changé depuis sa mise en service, en 1958. C'est ici qu'est gérée 24 heures sur 24 l'alimentation de toutes les installations électriques de Paris à Amiens. C'est en quelque sorte le tableau électrique de toutes les caténaires du réseau Paris-Nord. Opérateur TLM ? Oui, je t'appelle pour te dire que je vais couper là avec le carré 49.7 voie 2 TLN. Tu m'accordes le dégagement ? Des travaux sont nécessaires sur une caténaire. Il faut donc interrompre l'alimentation à l'endroit précis de l'opération. C'est depuis ce tableau de contrôle optique que Sylvain, régulateur sous-station, intervient. Donc là, j'ai coupé le courant sur le groupe qui est là, qu'on voit avec le manque de tension, pour la réalisation des travaux. Le groupe en question est à plusieurs kilomètres de la gare du Nord. Il est pourtant coupé dans la seconde. C'est un système qui est très robuste. Donc il a fait ses preuves depuis le temps qu'il existe et on veut s'en séparer, mais on a du mal. Car près de 60 ans après sa mise en service, le central sous-station de la gare du Nord est progressivement modernisé. Donc là, il y a une zone qui a été migrée sur un nouveau système. Il y a un système informatique qui s'appelle le système pirate. Au lieu de tourner les boutons, maintenant, on clique sur la souris. Au quotidien, chaque décision du régulateur sous-station doit suivre une procédure extrêmement précise, car il est impossible de laisser place à l'erreur. La mauvaise action ne se pardonne pas. On ne peut jamais revenir en arrière. Imaginez que quelqu'un travaille sur une caténaire. Si le régulateur appuie sur le bouton qui ralimente cette caténaire, les 25 000 volts arrivent directement sur la personne. Ceux qui officient à la gare du Nord doivent donc être d'une vigilance de tout instant. Régir une telle mégastructure quand le trafic ne cesse de croître nécessite une organisation toujours plus millimétrée. Le tout sans que jamais l'usager qui la foule au quotidien ne s'en aperçoive. Les travaux à la gare du Nord ont pourtant parfois fait beaucoup de bruit et importunaient certains. Nous allons aller à la gare du Nord, car depuis 15 mois, il y a des travaux, de grands travaux pour relier le Nord et le Sud, c'est le RER, et bien sûr, ça provoque des nuisances auprès des riverains. Parce que quand j'ai eu fermé la fenêtre et que j'ai mangé mon potage, j'ai eu le plat dans mon assiette. Nos premières revendications ont été de demander la pose de double vitrage sur nos fenêtres, car nous subissons, comme vous pouvez l'entendre, des bruits insupportables. C'est l'opération Interconnexion. Le RER B du réseau RATP est prolongé jusqu'à la gare du Nord et relié à une ligne SNCF en direction de l'aéroport Charles de Gaulle. Pour accueillir ce nouveau flux, il faut construire une nouvelle gare banlieue. Problème, la gare du Nord n'a plus de surface pour s'agrandir. La ville autour d'elle l'en empêche. Pour trouver de la place, il faut creuser. Des anciennes halles sont donc détruites sur le flanc est de la gare. 250 000 mètres cubes de terre sont retirés, soit l'équivalent de 66 piscines olympiques. Et creuser dans Paris n'est pas une mince affaire. Un chantier sous terre dans Paris, c'est toujours très complexe, puisque d'abord, on passe dans une couche où il y a plein de réseaux
qui alimentent les gens en eau potable, en électricité, qui reprennent les eaux usées, etc. Donc il faut déjà écarter ces réseaux pour aller plus profond. Dans ce trou béant, une immense gare souterraine de 3 niveaux est construite. Longue de 320 mètres et large de 50 mètres, elle accueille 4 voies. Par-dessus, un parking vient s'ajouter. 500 places sur 5 niveaux. Faute de place à l'horizontale, la gare s'est donc développée verticalement. En tout, la gare souterraine a nécessité 95 000 mètres cubes de béton et 6 000 tonnes d'acier. Mais le chiffre le plus impressionnant est encore celui de son trafic. 500 000 voyageurs y passent aujourd'hui chaque jour. D'ailleurs, c'est ce passage de la banlieue sous la gare du Nord qui donne à la gare du Nord aujourd'hui sa position de première gare européenne par nombre de voyageurs. Européenne, la gare du Nord le devient surtout dans les années 90, avec l'arrivée du TGV vers Lille, de l'Eurostar vers Londres et du Thalys vers Bruxelles et Amsterdam. Et pour cela, de nouveaux travaux titanesques s'imposent. Il apparaît qu'il n'y a pas assez de voies et quais pour accueillir tous ces trains. Il faut refaire le plan de voies et de quais. Une opération qui pourrait être relativement simple, tout détruire pour tout reconstruire. Mais pas à la gare du Nord. Non, le chantier de la gare du Nord, je pense qu'à aucun moment ça a été un chantier facile. Il n'était pas question de fermer la gare pendant les travaux. On ne peut pas dire, voilà, pendant 2 ans, ces gens-là, ils iront à pied ou en vélo. Donc il faut laisser un minimum de voies pour qu'ils puissent continuer à voyager. Et donc le chantier et les flux de voyageurs doivent cohabiter. Et donc c'est un chantier qui est un chantier phasé, qui se fait par petits bouts. Les rails ont été enlevés par morceaux. Au final, toutes les voies grandes lignes sont reconstruites, plus larges et plus longues, jusqu'à 413 mètres. Il faut également simplifier tous les accès vers le métro et donc creuser. Parfois, tout juste sous les colonnes de fonte. À tel point qu'un jour, l'une de ces fondations s'effrite finalement. Et la colonne ne bouge pas, suspendue à la toiture qu'elle est censée porter. Il faut se dépêcher d'étayer. Ça aussi, ça a été une des complexités. Comment venir à la petite cuillère autour de cette structure calculée au plus juste par les ingénieurs des années 1860. Depuis les années 90, la gare du Nord a toujours le même plan de voie. Des kilomètres de rails qu'il faut quotidiennement entretenir. Il y a une équipe de 5 personnes donc, chaque nuit pour assurer le graissage de plus de 700 appareils de voie sur notre territoire. Un territoire important qui s'étend sur plus d'une douzaine de kilomètres jusqu'à Gonesse. Et une mission capitale pour le bon fonctionnement des aiguillages. Le risque, c'est un risque de corrosion, hein, tout simplement, quand on manque de graisse et donc l'aiguille se coince. Et si l'un de ces appareils de voie est en discordance, le train ne pourra pas partir. Il y a un risque qu'il déraille si l'aiguille est mal positionnée. Ok, Florian, je fais attention. Avec des TGV qui roulent aujourd'hui jusqu'à 140 km/h sur cette zone, un déraillement causerait des dégâts considérables. Mais avant les années 90, les TGV ne partent pas encore de la gare du Nord. Il faut attendre 1993 pour qu'ils soient inaugurés. Au-delà de Gonesse, ils peuvent rouler jusqu'à 300 km/h. Lille n'est alors plus qu'à 1h20 de Paris. Un an plus tard, c'est l'Eurostar qui arrive. Et pour cette ligne internationale, la gare du Nord transforme donc son aile ouest. 4 voies sont séparées du reste de la gare par un grillage, pour permettre à la douane et à la police de filtrer les entrées. Une mezzanine de bois est construite au-dessus du quai transversal pour accueillir les contrôles. La galerie supérieure est réquisitionnée pour l'accueil. Enfin, une passerelle suspendue au-dessus des quais permet d'accéder au train. Le terminal Eurostar a été fait surtout pour respecter des conditions de sûreté vis-à-vis des voyageurs. Donc tout a été conçu au niveau balisage, au niveau contrôle, pour fonctionner exactement dans le même esprit qu'un aéroport. Car le terminal Transmanche est, en plein cœur d'une gare parisienne, l'entrée vers un pays hors de la zone Schengen, le Royaume-Uni.
Le 6 mai 1994, l'inauguration de l'Eurotunnel est donc tout naturellement royale. « 1999. Nous sommes à la fin du XXe siècle et la gare du Nord a 135 ans. Sous sa grande halle, les voyageurs grandes lignes profitent à présent d'un espace rénové et moderne. Mais pour les voyageurs banlieue, c'est une toute autre histoire. On a le hall majestueux d'Itorf pour les gens qui partent loin, en TGV souvent. Et puis on avait des couloirs noirs, tristes, etc. pour tous ceux qui passent tous les jours finalement. On avait là un lieu qui était quand même un des plus sordides, je pense, des gares parisiennes. Bien que relativement récente, la gare souterraine a très mal vieilli. Et de manière surprenante, c'est à l'hôpital voisin qu'on le sait le mieux. Il y avait à l'hôpital Fernand Vidal à côté, on l'avait visité, un service spécialisé dans les urgences psychiatriques de la gare du Nord. Parce que voilà, les gens devenaient fous dans ce lieu obscur, labyrinthique. Vous savez, le burn-out, ça n'existe pas que dans le travail. Il y a le burn-out du citadin qui ne supporte plus les contraintes de la vie urbaine. Pour sauver ces banlieusards, la gare du Nord subit un traitement de choc. Le parking multiniveau est détruit. À nouveau, un immense trou est creusé. Pour le recouvrir, une halle est élevée. C'est une verrière de 10 000 m² qui s'élève et laisse voir par un jeu de mezzanine les chemins vers chaque mode de transport. Bus, train, RER, métro. Hommage contemporain aux fermes Polonceau, le lieu est rendu lisible et surtout lumineux. On a créé un vrai hall de gare pour ceux qui passent tous les jours. Et le plus gros travail qu'on ait fait, c'est de rendre cette gare Transilien agréable. À tel point qu'un jour, une dame m'a dit « Mais comment avez-vous fait pour remonter le métro ?» On s'est regardé un peu interloqué, puis on a fini par comprendre et a dit « Non, non, on n'a pas remonté le métro. Techniquement, ça aurait été quand même très difficile. On a simplement fait une grande ouverture. On a descendu le soleil jusqu'à vous. Voilà. » Depuis toujours, vous l'aurez compris, tous ces travaux successifs ont permis à la gare du Nord d'augmenter sans cesse son trafic, jusqu'à devenir la première gare d'Europe en flux de trains et de passagers. Une performance qui résulte de la coordination rigoureuse de tous les agents qui travaillent à la gare du Nord. Et ils sont nombreux. Pour accueillir 600 à 700 000 voyageurs par jour, ça suppose une organisation un peu calée au millimètre avec la collaboration d'à peu près 1000 agents. Et voilà comment, au même moment à la gare du Nord, chacun remplit sa mission à la minute près. Au centre opérationnel, par exemple, on gère toutes les arrivées et les départs de tous les trains grandes lignes. Le train intercité numéro 2325 à destination de Cambrai, départ 18h01, va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ. C'est donc pas moins de 22 voies qui sont ici supervisées sur les 32 que compte la gare du Nord. Le plus grand nombre de voies à quai pour une gare française. On a un plan de transport qui est particulièrement tendu sur la gare du Nord, puisque 2100 trains, vous imaginez bien que sur les différents quais, parfois c'est difficile de les faire cohabiter. Concrètement, si l'on prend l'exemple du train intercité de 18h01 pour Cambrai, voici ce qui se passe en coulisses pour qu'il parte à l'heure exacte. Le train quitte d'abord encore vide le technicentre du Landy, à 4 km de la gare, 1 heure plus tôt, soit dans ce cas 17h. « 17h30, dès son arrivée voie 11, il doit être vite préparé par les agents SNCF. La gare du Nord, elle me fait penser souvent à un système d'horlogerie de très haute précision. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que chaque mouvement, chaque pièce soit à sa place pour qu'au global, les choses se passent bien. En l'occurrence, l'agent de manœuvre doit couper la locomotive qui a amené les wagons et qui est à présent en queue du train. Maintenant, une nouvelle locomotive doit venir se placer en tête. Poste de commande, est-ce que la machine arrive à la voie 11 ? Ce jour-là, la locomotive de tête est en retard. Si elle n'arrive pas très vite, le train ne sera pas prêt pour partir à 18h01. 17h40, en attendant, les opérations continuent. Impossible de faire attendre les nombreux voyageurs. Et pourtant, à 20 minutes du départ, ils montent à bord d'un train toujours sans locomotive.
17h50. Ah bah, la machine, c'est bon. Ça y est, elle est là. Il faut très vite l'accrocher au wagon pour éviter des retards en cascade. En quelques minutes, le train est prêt à s'élancer à l'heure. Eh ben, la voie 11 s'est accrochée, voie 11 accrochée. Ok, donc c'est terminé pour le 75-46 à la voie 11. C'est reçu, terminé. Imaginez que ces manœuvres plus ou moins complexes selon le type de train sont donc opérées des milliers de fois par jour à la gare du Nord. Madame, monsieur, bonjour à la voie 43. Le train actuellement à quai est un train à destination de l'aéroport Charles de Gaulle. Nous sommes maintenant au poste d'aiguillage 1B. Ici, on décide pour les RER essentiellement du chemin que les trains doivent emprunter. Il faut savoir que la gare francilienne représente 80% du trafic de la gare du Nord. La mission est donc d'autant plus compliquée. En période de pointe, on a un train toutes les 90 secondes en gare souterraine sur chaque voie. Donc au-delà de 90 secondes de stationnement à quai, forcément, on a un effet boule de neige qui occasionne du retard. Sachant que le service normal à quai prend environ 30 à 40 secondes, quand tout se passe bien, dès qu'il se passe quoi que ce soit, on est saturé complètement. Monsieur, train de la ligne D à destination de Villiers-le-Bel. J'ai déjà travaillé dans d'autres gares auparavant. En termes de voyageurs, j'ai multiplié par 10. La spécificité ici, c'est vraiment la densité de circulation, le nombre de voyageurs et la complexité du poste. Jusqu'à 64 RER par heure. Le trafic est phénoménal. Et pourtant, la gare souterraine pâtit de l'étroitesse du tunnel RER entre la gare du Nord et Châtelet. Les circulations arrivent sur 4 voies, on passe sur 2 voies et on repart sur 4 voies au niveau de Châtelet. Les autres gares parisiennes ont des voies beaucoup plus de voies, donc plus facile à gérer. Et ici, on est vraiment dans un effet entonnoir qui fait vite bouchon. Le défi de la gare du Nord au quotidien pour que tout fonctionne, c'est donc de parvenir à gérer les flux de passagers. Des flux qui ont même poussé à des installations exceptionnelles. Pour gérer le flux énorme de la gare du Nord, on a par exemple, lorsque vous regardez en bas, le plus grand nombre de portillons d'Europe, avec le plus grand nombre de passages au niveau des portillons en Europe. Avec un tel nombre de passagers, la sécurité de chaque usager est donc aussi une priorité pour les gestionnaires de la gare du Nord. En plus du commissariat, elle est sécurisée par plus d'une dizaine de forces différentes et 600 caméras de surveillance. La clé, c'est les cheminements des voyageurs. Parce que 600 à 700 000 voyageurs jour dans un espace qui est contraint, de 90 m², c'est une performance de les accueillir et de faire en sorte qu'ils puissent se croiser sans difficulté. Sans difficulté et sans danger. Une performance parfois rendue impossible par les aléas quotidiens. Le 16 juin 2016, toutes les forces semblent s'être liguées contre les agents SNCF. Récit d'une soirée cauchemardesque à la gare du Nord, telle que l'ont vécu Sylvain Guillon, régulateur sous-station aux manettes du central sous-station, Xavier Novak, chef d'escale devant les écrans du centre opérationnel, et Laurent Fournier, son binôme sur les quais, responsable opérationnel des services en gare. Gros souci, pour une de mes plus grosses journées à la gare du Nord, on a eu en fait pas mal de soucis au départ avec des chiens qui divaguaient au niveau de Saint-Denis, qu'on n'a pas réussi à enlever. Les trains sont forcés de ralentir la circulation. Et déjà, les premiers retards s'accumulent en gare. Mais ce n'est que le début d'une longue, très longue soirée. On a eu une personne suicidaire qui était montée sur les poteaux caténaires en gare. C'est un poste d'aiguillage. Il nous demande une coupure d'urgence pour une personne suicidaire se situant sur la voie 20. Donc là, on va venir au tableau directement à la sous-station et on va couper les 5 disjoncteurs de Paris. Directement. Ce qui va mettre hors tension tout Paris-Nord. Car même si l'incident est limité à la voie 20, couper l'alimentation uniquement sur cette zone n'aurait pas suffi. Si on avait coupé que cette partie-là, on aurait toujours eu 5000 volts parce que toutes les autres caténaires en parallèle induisent, bon c'est un phénomène électrique, qui fait qu'elle ramène 5000 volts sur cette caténaire. Donc pour éviter ça, on est obligé de couper tout Paris. On n'avait plus d'électricité du tout sur la plateforme en ligne et également au niveau de la banlieue. RERB, RERD, on n'a plus de train et même le métro, on avait au moins 4000 personnes qui étaient bloquées en gare du Nord. On s'est retrouvé donc avec tous les trains stationnés en gare, les trains au départ ne sont pas partis. On avait des trains également à l'arrivée donc coincés en ligne. Les gens, ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé à ouvrir les portes des trains et en pleine voie, ce qui nous a entraîné une autre paralysie. Dans une gare avec un tel débit,
Un seul incident a donc des conséquences en cascade. Et bientôt, plus de 81 000 fans de football pourraient ne pas prendre le RER B pour rentrer. Car ce soir-là, l'Allemagne et la Pologne s'affrontent au Stade de France pour l'Euro 2016. Et ce n'est pas tout. Il faut savoir qu'on a eu en plus un colis suspect en plein milieu de soirée qui s'est cumulé dessus. Donc avec appel à la police, on rubalise, on bloque quelques voies, en attendant que le déminage arrive et qu'il fasse exploser en plus le colis dans la soirée. Malgré tout, certains trains ont pu redémarrer, in extremis. Le trafic a repris aux alentours de 22h30, 22h45, soit 15 minutes avant la fin de l'évacuation du Stade de France. Mais si un tel enchaînement d'incidents est exceptionnel, il montre que seulement 15 ans après les derniers travaux, la gare sature à nouveau. Et les critiques pleuvent. Le patron de John Lewis, qui est en Angleterre, un grand Galeries Lafayette, a déclaré publiquement que c'était la fosse à détritus de l'Europe. Saturée, enserrée dans un quartier dense, la gare du Nord est pourtant le premier contact avec la France de milliers de touristes et hommes d'affaires étrangers. Elle est stratégique pour le pays, et donc ses dirigeants. J'ai été reçu à Matignon par la directrice de cabinet du Premier ministre. Et puis j'ai été convoqué par Laurent Fabius lui-même au Quai d'Orsay, par Madame Hidalgo elle-même à la ville de Paris. La pression vient du sommet de l'État. Des travaux de 80 millions d'euros sont immédiatement engagés pour améliorer le quotidien des usagers de la gare du Nord de 2014 à 2018. On ne pouvait plus attendre. Premier chantier, rafraîchir les quais du RER, là où transite la majorité des clients de la gare du Nord. Le pari, ça a été d'organiser les travaux avec des emprises qui étaient configurées au centimètre pour pouvoir permettre aux clients de rester stationnés sur les quais. Autre impératif, installer un système d'extinction automatique à eau, de sprinklers, dans le plafond du hall d'échange RER, pour le rendre conforme aux normes de sécurité incendie. C'est en fait une extinction automatique. Dès lors qu'un incendie se déclenche quelque part, vous avez l'eau qui s'écoule en très grande quantité pour éteindre immédiatement l'incendie. Et qui dit sprinklers, dit réserve d'eau, de 150 mètres cubes en l'occurrence. Tout ne s'est pas bien passé, effectivement, dans la gare du Nord. On ne peut pas poser juste une cuve de 150 tonnes quelque part. Les fondations de la gare autour, il faut qu'elles puissent accepter cette contrainte. Il a fallu bien répartir la charge de tout ça à des endroits bien précis qui, sur le plan, n'étaient pas là. Donc il a fallu s'adapter en permanence. Il faut aussi améliorer le sentiment de sécurité des voyageurs, notamment mis à mal depuis les affrontements entre les forces de l'ordre et des dizaines de jeunes en 2007. On va essayer d'évacuer, c'est pas simple. C'est un gruyère cette gare, donc on va essayer d'évacuer, c'est tout, pour éviter qu'il y ait des débordements. Un commissariat de 300 mètres carrés est inauguré en 2015, au cœur même de la gare, 3 fois plus grand qu'avant. Autre urgence de la gare du Nord, le terminal Transmanche. Le départ de l'Eurostar est aujourd'hui catastrophique. Je veux dire, rien n'est en ligne droite. On doit zigzaguer. Après, on doit se faufiler entre les queues qui attendent à certains endroits. Si on veut aller à la partie business, il faut embêter tout le monde pour traverser, pour atteindre le salon. C'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. Il souffre de la comparaison, souvent injuste, avec Saint-Pancras, la gare londonienne dédiée au trafic Eurostar. Et il faut faire vite. Depuis février 2016, de nouvelles rames sont en service. Elles sont dotées de 900 places, soit 20% de voyageurs en plus. On a une augmentation de trafic sur Eurostar, on manque de place. Et donc on est en train d'agrandir l'espace Eurostar pour accueillir dans des meilleures conditions les passagers qui vont sur Londres. D'ici à la fin de l'année 2016, la zone d'embarquement va être réaménagée pour offrir plus d'espace. L'espace lounge va presque doubler sa surface en déménageant au-dessus de la zone de contrôle. Dans un lieu jusqu'alors seulement connu des initiés. Les moulures, les dorures et le marbre sont d'époque. Car ces pièces accueillaient à l'origine un hôtel. Enfin, la mezzanine va être étendue au-dessus du quai transversal pour augmenter les capacités de contrôle. Sous là, à l'ouest, l'espace créé sera clos par une verrière. Nous avons d'ailleurs pu suivre sa conception. La structure de fer est déjà en place, reste à la couvrir de verre, malgré une contrainte. Quand on dit
première gare d'Europe avec 700 000 personnes par jour, eh bien on doit continuer à accueillir les 700 000 personnes et faire tous les travaux que nous avons à faire. On va essayer de trouver tous les petits moments dans la nuit qui permettent de gêner le moins possible les clients. À la gare du Nord, il est donc impossible de réceptionner les immenses plaques de verre en plein jour. Il faut attendre après 23 h. Et même à cette heure-là, des précautions sont impératives. Il faut vraiment en permanence surveiller parce que là on va venir avec le manifon, on va venir avec des engins, mais il y a encore des gens qui passent à travers, quoi. C'est vraiment une surveillance de tous les instants pour arriver à faire les choses proprement. La livraison des palettes de verre peut commencer. Un Manitou doit les acheminer à l'autre bout de la gare. Et là encore, la gare du Nord impose ses règles. Le Manitou, donc, qui suit un chemin qui est prévu pour tout ce qui est le chemin de livraison, puisque la gare elle est aussi souterraine. Alors le danger, si on n'emprunte pas ce chemin, c'est que à terme, ça peut s'effondrer tout doucement, s'écrouler, et puis causer des dommages sur les niveaux inférieurs. Quand on travaille dans un bâtiment historique, on a des surprises tous les jours. On va découvrir de l'amiante, on va découvrir du plomb, on va découvrir un plancher qui n'avait pas la solidité qu'on avait prévue. Donc le défi qui est celui de nos équipes est beaucoup plus important que celui de construire un centre commercial en banlieue. Après de nombreux allers-retours, il reste une dernière palette et une très mauvaise surprise. Alors le problème, c'est que les verres sont assez grands et que la porte est un peu petite. Les carreaux centraux de la verrière, les plus hauts, ne rentrent pas en largeur par la porte. Alors on va essayer de surélever la palette et de la mettre sur des éléments mobiles pour pouvoir la rentrer en travers. C'est pas grave. Descends doucement aussi. Un exercice extrêmement périlleux et potentiellement lourd de conséquences. Le prix, je sais pas. Très cher. Trop si on casse. Le prix exact, je peux pas vous dire. Mais très très cher. Ça y est, 6 plaques de verre sont posées sur un assemblage roulant, à l'équilibre extrêmement précaire. La porte est passée sans trop de frayeur, mais l'avancée est lente. Très lente. Va tout doucement, hein. Les palettes font près de 300 kg chacune, soit un poids total de presque 2 tonnes. On a un peu galéré ce soir, oui. Ça n'a pas été simple. C'est pas simple tous les jours, mais on n'a aucune casse. Pour nous, c'est une satisfaction pleine ce soir. Voilà. Première étape, en tout cas, elle est bien remplie. Quelques semaines plus tard, il est temps de poser les vitrages sur la mezzanine. Une manœuvre très délicate qui se déroule une fois de plus sans que les usagers ne se rendent réellement compte que la gare du Nord est en train de changer peu à peu de visage. Monte un petit peu, Jérôme. Qui tu tiens de tirer vers toi, de ton côté, on n'a aucune prise. Attention, je lâche, moi. En 3 jours, la mission est remplie. Ou presque. Et ce n'est que le début de la transformation de la gare pour les années à venir. Côté Est, à la limite de la halle Transilien, la gare du Nord est aussi en chantier. Là encore, pour mieux accueillir ses voyageurs. Car elle va de nouveau héberger une brasserie entre ses murs. Depuis le 19e, les buffets de gare, c'était vraiment les lieux où on allait dîner à toute heure du jour et de la nuit. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de réinventer en installant aujourd'hui dans cette gare du Nord une nouvelle brasserie qui s'appelle Étoile du Nord avec Thierry Marx et qui va revisiter ces grands buffets de gare de l'époque. Tel un astéroïde d'inox poli, l'Étoile du Nord est en effet d'apparence futuriste, bien loin des brasseries de gare des siècles passés. Mais tous ces chantiers sont sans commune mesure avec ceux qui s'annoncent de 2018 à 2024. Car la gare du Nord doit encore une fois s'adapter. Elle sature, cette gare du Nord. Elle n'en peut plus. Les gens arrivent de tous les côtés.
Et si rien n'est fait, la situation ne pourra qu'empirer. Les trafics vont continuer à évoluer. Régulièrement, chaque année, on va gagner entre 1, 2 ou 3% de circulation supplémentaire. Les phénomènes d'engorgement vont se multiplier. Une nouvelle campagne de travaux s'impose. Et elle s'annonce gigantesque, chiffrée à plus de 600 millions d'euros. Tout ce qu'on a pu connaître comme travaux jusqu'à présent, c'est rien à côté de ce qu'on va faire. Une transformation très profonde de la gare du Nord telle qu'on la connaît aujourd'hui. Une gare du Nord métamorphosée que vous allez découvrir en exclusivité telle qu'elle se dessine pour l'instant. En 2016, le bâtiment légué par Itorf sert à tout. Les départs et les arrivées de l'ensemble des trains grandes lignes nationaux et internationaux. Les flux des passagers entrants et sortants s'entrechoquent. Dans le bâtiment de demain, on veut avoir un endroit pour le départ, un endroit pour l'arrivée, un endroit pour le transmanche, pour l'international et un endroit pour la banlieue. En 2024, pour prendre son train, il faudra donc se rendre derrière la gare du Nord. L'accès au quai se fera par les airs, depuis une grande passerelle de 150 mètres de long et de 60 mètres de large. Et là, vont arriver l'ensemble des passagers. Et après, ils seront directement en contact avec les trains par des escalators. Ils arriveront directement dans les trains. Il va donc falloir construire l'équivalent d'un grand pont qui survole les voies, sans perturber le trafic, sans mettre en danger les passagers. C'est plus d'une vingtaine de caténaires que le chantier va enjamber. Un ensemble de contraintes qui complique la conception même du chantier. À ma connaissance, ce type de travaux dans une gare en exploitation n'a jamais été déroulé jusqu'à présent. On est en train de chercher, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles techniques industrielles qui pourraient nous permettre de le faire dans des meilleures conditions de coût et de délai. On ne voit pas bien encore comment on va y arriver. Voilà, c'est un bon challenge. Un défi qui force déjà l'admiration au-delà des frontières françaises. Des Australiens, des Japonais, des Chinois, des Canadiens me parlent de ce chantier. Ça fait que c'est un chantier qui est connu mondialement. Et si tout se passe bien, voilà à quoi ressemblera le reste de la gare du Nord à l'horizon 2024. La grande halle historique de la gare deviendra donc un terminal d'arrivée. Libéré du flux des passagers en partance, le quai transversal est vidé, épuré. D'un seul coup, on va dégager la gare traditionnelle d'Itorf. On va y retrouver toute sa structure, toute son élégance, toute sa transparence, toute sa légèreté. Vu de l'intérieur, ce sera très très beau. À l'est, la halle Transilien est avalée par un immense pôle francilien. Lieu d'échange entre les transports, mais aussi centre commercial. À l'ouest, l'Eurostar aura sa propre entrée, grâce à la construction d'un hall départ transmanche sur l'actuelle cour des taxis. La place Napoléon III, elle, devient piétonne. Et surprise, la gare du Nord se verdit. Il nous a été demandé de créer sur la gare une très grande surface de jardin, une sorte de ferme qui sera posée sur le toit. Les chantiers vont être aussi nombreux que pharaoniques. Et ils doivent absolument être livrés pour 2024, au cas où la France organiserait bien les Jeux Olympiques cette année-là. Ça va être un véritable défi de le faire dans les délais. C'est le pari, c'est la mission impossible qui nous a été fixée. Et pour y parvenir, certaines motivations peuvent surprendre. C'est la réponse ultime que l'on peut faire à nos amis anglais quand ils nous ont passablement égratignés dans leurs journaux. Et je vais vous dire, il y a peut-être une satisfaction en plus, c'est que Saint-Pancrace, quand ils l'ont fait, ils ont fermé la gare. Nous, on ne la fermera pas. La gare du Nord sait donc se montrer orgueilleuse. Et qui pourrait le lui reprocher? À plus de 150 ans, elle s'apprête encore à traverser le temps, en restant toujours aussi majestueuse. Les chantiers à venir vont nous permettre d'augmenter considérablement la surface de la gare, tout en reconfigurant la gare et en la préparant ainsi au XXIe siècle et également au XXIIe siècle très probablement.